Ce colloque, donc, aujourd'hui à Marseille, a été organisé conjointement avec l'ANR et l'ADEME et en partenariat avec deux autres pôles de compétitivité, les pôles Avenia et les pôles Accéléra, Avenia présent sur Pau et Accéléra présent sur Lyon. Nous avons aussi l'honneur de pouvoir avoir le sponsoring du Club CO2 donc sur cette manifestation, ainsi que du Grand Port Maritime de Marseille. Et cette manifestation est placée aussi sous le haut patronage du ministère de l'écologie, du développement durable, du transport et du logement, mais aussi du ministère des Finances, de l'économie et de l'industrie. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je vais tout de suite passer la parole après avoir fait une rapide introduction sur l'objectif de cette journée et vous rappeler que cette journée, on s'est fixé 5 objectifs prioritaires. L'idée était pour nous, à travers cette journée, de vous présenter les différentes politiques publiques et la feuille de route nationale sur le CSCV, de découvrir aussi des PME innovantes. Et donc, vous avez vu, il y a des espaces posters à l'extérieur de la salle. Et donc, il y a 15 PME qui vous présentent leurs compétences, leur savoir-faire. Donc, je vous invite à aller consulter ces panneaux et rentrer en contact avec ces PME. PME adhérents des pôles de compétitivité, donc des trois pôles que j'ai cités préalablement. L'idée pour nous est ici de vous présenter les différents modes de financement existants au niveau national donc sur la thématique du CSCV, favoriser les échanges entre les industriels, les organismes de recherche, les PME et les collectivités territoriales, et enfin présenter les projets de R&D et les démonstrateurs en cours financés à la fois par l'ADEME et par l'ANR. Je passe tout de suite la parole à Jacqueline Lecourtier. Merci. Merci beaucoup. Donc, mesdames, messieurs, bonjour et merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, c'est un grand plaisir d'abord d'être à Marseille, puisque je suis marseillaise quand même. Donc et ensuite d'assister donc à ce colloque co-organisé, comme vient de nous l'expliquer Sébastien, par deux de nos partenaires très fidèles, l'ADEME, avec lesquels, depuis la création de l'agence, nous travaillons en étroite collaboration sur l'énergie, avec toujours le souci de la complémentarité, et vous en verrez des beaux exemples, puisque l'ANR est plus en amont sur la chaîne de l'innovation, et que lorsque des résultats émergent des projets de recherche, eh bien l'ADEME les transforme en véritables technologies, nouveaux outils pour l'énergie grâce à ces démonstrateurs. Donc une collaboration étroite et très dynamique. Donc ça fait plaisir d'être devant un colloque co-organisé. Et puis le pôle risque, qui est un de nos partenaires les plus fidèles depuis la création de l'ANR, puisque en 2007 on a déjà organisé ensemble un colloque sur les écotechnologies et en 2009 un colloque sur les risques naturels. Alors l'ANR a pris l'habitude d'organiser des colloques bilan de ces appels à projets de façon à aller sur le terrain, rencontrer les acteurs et aussi diffuser dans chaque communauté les résultats des projets financés. Donc c'est un de nos objectifs aujourd'hui. Et c'est vrai que nous avons eu la chance d'être accueillis et aidés dans les régions par les pôles. Alors le pôle risque est premier au hit parade, 3 colloques organisés avec nous, et bien sûr je remercie aussi Avenia et Accéléra qui sont aussi des partenaires très précieux pour l'agence. Alors, quelques données sur l'ANR très rapides. Donc, vous savez que l'ANR a vu le jour en 2005 et donc on a 2 objectifs. Favoriser l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux concepts qui conduiront à de l'innovation au futur. Et deuxièmement, favoriser le partenariat public-privé. Je crois que ça va être un des thèmes les plus importants de la journée. Notre budget 2011 était de 710 millions d'euros. Nous lançons à peu près 50 appels à projets par an. Aujourd'hui, la communauté des chercheurs est très réactive à nos appels à projets, puisque nous recevons plus de 6000 projets tous les ans et nous en finançons à peu près 22%. Alors, dans l'objectif favoriser le partenariat public-privé qui nous a été assigné à la création de l'ANR,
nous avons le souci de plus particulièrement par favoriser les partenariats entre les PME et les acteurs de la recherche publique. Et en 2010, donc, nous avons financé pas loin de 400 entreprises, dont la moitié étaient des PME. Alors, les pôles de compétitivité, évidemment, nous aident énormément dans cette démarche. Nous avons été créés ensemble en 2005, nous avons grandi ensemble et nous avons travaillé ensemble. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, nous attribuons un complément de financement aux projets soumis à l'ANR, labellisés par un pôle, qui est d'environ 6%. Et ça représentait près de 300 projets en 2010. Alors, je vous rappelle que les financements que nous donnons sont sous forme de subventions. Et pour les PME, ils correspondent à 45% des dépenses éligibles. Et puis, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, que nous avons mis en place un portail web qui s'appelle le portail de la recherche pour aider à la construction de partenariats publics-privés. C'est-à-dire, vous tapez un mot qui correspond à un centre d'intérêt pour vous, par exemple le captage du CO2, et vous avez la liste des laboratoires académiques qui ont soumis et réussi à être sélectionnés des projets à l'ANR dans le domaine du captage du CO2. Donc voilà, nous essayons, et puis vous savez que l'ANR a un département qui s'appelle Partenariat et Compétitivité, qui est à la disposition des PME pour construire des projets, obtenir le rescrit fiscal, et essayer de trouver des bons partenaires sur un sujet si ce n'est pas le cas dans votre région. Alors, revenons au captage, au stockage et à la valorisation du CO2, le thème de ce colloque. Dès 2005, l'ANR a lancé un programme sur le captage et le stockage du CO2. À l'époque, la communauté des chercheurs qui s'intéressaient au sujet était de taille assez réduite, en tout cas d'une taille qui n'était pas à la mesure du problème et des enjeux scientifiques et technologiques auxquels on devait faire face. Et donc, nous avons essayé, en collaboration avec l'ADEME, de mobiliser un large panel de compétences absolument indispensables depuis la chimie, bien sûr, les procédés, les matériaux, la sismique, l'économie, et de façon à créer une communauté capable de vraiment aboutir à des solutions. Je crois qu'on verra aujourd'hui que cette communauté est là et a beaucoup travaillé et beaucoup de résultats sont maintenant disponibles. Alors, nous avons étendu donc les thématiques de cette problématique à la valorisation du CO2 cette année. Alors, l'ANR, évidemment, aux côtés de l'ADEME, a participé à l'élaboration des feuilles de route, de la feuille de route nationale, et également au club CO2. Et puis, nous avons souhaité organiser ce colloque qui me paraît vraiment arriver à point nommé au moment où les démonstrateurs vont démarrer, au moment où plus que jamais on s'aperçoit que on constate que le problème s'est effectivement intensifié et qu'il faut absolument proposer des solutions à la fois fiables et économiquement possibles. Voilà, alors vos interlocuteurs ANR, que je remercie d'avoir participé donc à la préparation de ce colloque, donc Isabelle Tchernikovski, qui est maintenant responsable du programme CO2 à l'ANR et qui cet après-midi vous expliquera en détail tout ce qui a été fait, Linda Oukassine, qui est chargée de mission, Pierre Audru, responsable du nouveau programme sur l'efficacité énergétique, et Dany Escudier, qui est maintenant la responsable, depuis le 1er octobre, du département énergie durable de l'ANR, en remplacement de Philippe Fraissinet. Voilà, donc tous sont à votre disposition si vous avez des questions ou des besoins pendant ce colloque. Je vous souhaite un excellent colloque, avec beaucoup de débats et d'avancées, j'espère, dans le montage de partenariats. Et encore une fois, merci au pôle risque et merci à l'ADEME. Voilà. Merci Madame Le Courtier. Je vais demander à François Moisan maintenant de nous rejoindre pour cette ouverture. Donc François Moisan, directeur exécutif de la stratégie, recherche et internationale à l'ADEME. Merci, bonjour à tous, bienvenue donc à Marseille. Je ne suis pas marseillais, mais c'est néanmoins une région.
Personne n'est parfait, mais c'est une région que j'aime beaucoup et où j'ai des attaches. Alors, donc, bienvenue à ce colloque sur le captage, stockage et valorisation du CO2 que, effectivement, on a le plaisir d'organiser avec l'ANR et avec la participation active des pôles de compétitivité qui ont été évoqués. Je voudrais en quelques mots resituer le rôle, enfin la place du captage, stockage du CO2 et sa valorisation par rapport aux différentes options de réponse au changement climatique, puisque vous savez que c'est effectivement une des technologies, une des filières qui est susceptible de répondre à l'enjeu plus particulièrement du facteur 4, je le rappelle, qui est donc la division par 4 des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. Dans les différents scénarios qui ont été élaborés, je pense notamment à l'un qui est connu de l'AIE, qui s'intitule Blue Map et qui vise effectivement à diviser par 2 au niveau mondial, par 4 dans les pays développés. La première priorité, c'est l'efficacité énergétique. Ensuite, bien sûr, il y a les contributions également des énergies non carbonées, notamment des énergies renouvelables. Et puis, le captage et le stockage du CO2 prend une place significative dans ces options, puisqu'il représente près de 20% de la réponse à la réduction des émissions qui est attendue. Donc c'est une option effectivement qui est peut-être pas à prendre comme la seule option de réponse, certainement pas, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus, mais c'est une option importante. C'est pourquoi à l'ADEME nous avons engagé un programme, alors dès 2001, de recherche afin de structurer la recherche dans ces domaines depuis 2001, qui était à l'époque en fait une thématique, je n'allais pas dire orpheline, mais peu prise en considération dans les priorités. Et à partir de 2007, quand nous avons défini notre stratégie de recherche sur la période 2007-2011, donc qui se termine maintenant, le captage et le stockage du CO2 est devenu un des programmes prioritaires, un des 10 programmes prioritaires de l'ADEME, pour vous dire l'importance que nous y accordons. Alors à travers ça, notre objectif, c'était de développer une offre nationale, puisqu'on a des opérateurs industriels et organismes de recherche très bien placés au niveau mondial, donc développer cette offre, mais également un aspect plus cognitif sur améliorer les connaissances et réduire les incertitudes liées à son exploitation, mettre en place l'environnement du cadre législatif et réglementaire. Ça, bien sûr, maintenant, c'est le MEDET qui est en première ligne sur ce sujet. Et puis, développer l'intégration de cette filière au niveau de la production d'électricité et de l'industrie. Alors, nous avons soutenu depuis donc à peu près une dizaine d'années des projets de recherche, une trentaine de projets qui ont été soutenus. L'ANR, comme l'a expliqué Jacqueline Lecourtier, a pris la relève sur un certain nombre de ces projets, mais nous avons quand même continué sur des projets de R&D. Et puis les démonstrateurs. Alors, les démonstrateurs, à ce stade, 3 démonstrateurs ont été engagés dans le cadre du Fonds démonstrateur de recherche. Alors, une parenthèse, ce fonds démonstrateur de recherche a été décidé dans le cadre du Grenelle de l'environnement avec l'objectif de pouvoir expérimenter en taille réelle, c'est-à-dire dans des conditions réelles d'exploitation et de fonctionnement, des technologies de long terme. Des technologies qui nécessitaient de passer à un stade de ces expérimentations en vraie grandeur avant les marchés et bien en amont des marchés, puisque quand on parle du captage et du stockage du CO2, les marchés, c'est après 2020, c'est entre 2020 et 2030. Mais néanmoins, il est nécessaire de passer à un stade d'expérimentation. C'était la logique de ce fonds démonstrateur décidé dans le Grenelle. Et donc l'ADEME avait été dotée à l'époque de 325 millions d'euros. On avait engagé des projets donc, de démonstrateurs sur le captage-stockage, des biocarburants de deuxième génération, les véhicules. Et puis maintenant, ce fonds démonstrateur a fait place aux investissements d'avenir pour ce qui concerne la suite des démonstrateurs et des expérimentations pré-industrielles. Et donc nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt, un nouvel appel à la manifestation d'intérêt, comme vous le savez, qui va se clore le 15 novembre, de façon à recueillir des propositions de consortiums industriels laboratoires pour la réalisation de nouveaux démonstrateurs, de nouvelles expérimentations. Cet AMI, cet appel à manifestation d'intérêt sur le captage et le stockage du CO2 est dans un programme plus vaste des investissements d'avenir qui s'intitule
démonstrateur dans le domaine des énergies décarbonées, qui est doté d'1,350 milliard d'euros et qui comprend, outre le captage, stockage et valorisation du CO2, qui comprend également les énergies renouvelables, les bâtiments à énergie positive, etc. Donc un ensemble vaste, mais pour lesquels il y a des moyens considérables, puisqu'il s'agit de soutenir un certain nombre d'opérations de démonstration. Alors, au-delà de ces moyens, de l'apport de ces moyens financiers, l'ADEME a eu un rôle d'animation au sein de cette filière, comme dans les autres domaines où elle s'implique, et ça s'est traduit notamment et plus particulièrement par la création du club CO2 dès l'origine, qui a donc permis de rassembler l'ensemble des acteurs dans le domaine du captage, du stockage du CO2. Alors les acteurs des entreprises et des laboratoires publics. D'ailleurs, la mise en place de ce club a été initiée par l'IFP, le BRGM et l'ADEME, qui en assureront le secrétariat, et j'en assure moi-même la présidence actuellement. Et ce club a été un lieu d'échange, de préparation de programmes de recherche, de propositions de priorités aux agences de financement, comme on dit. Elle a été aussi le lieu où on a pu réaliser cette feuille de route stratégique nationale qui a consisté à identifier quelles seraient les perspectives. Alors ces feuilles de route que l'ADEME réalise dans les différents domaines visent à imaginer, partager des visions entre les experts sur ce que pourrait être le déploiement, en l'occurrence du captage et du stockage et de la valorisation du CO2 à long terme. Qu'est-ce que serait le paysage mondial si cette option se déployait à grande échelle? Quels seraient les marchés, quelles seraient les applications, et à partir de là, quels sont les verrous pour y arriver, et donc quels sont les besoins de recherche et de démonstrateurs. Nous avons en 2010 donc élargi la thématique captage-stockage du CO2 à la valorisation. C'est certainement pas la voie qui prendra le pas sur le stockage, bien évidemment. Néanmoins, c'est une option importante également pour les atouts économiques de la filière d'explorer tant la valorisation physique directe que chimique ou biologique. Donc, à ce terme, je pense que l'organisation de ce colloque aujourd'hui était importante pour faire le bilan des actions menées, et c'est avec plaisir donc on s'est associé avec l'ANR pour organiser ce colloque. Pour nous, c'est aussi, avec la contribution des pôles de compétitivité, l'occasion de mobiliser davantage les petites et moyennes entreprises autour de cette thématique. Le fait est qu'actuellement, dans le club CO2, par exemple, nous avons essentiellement des grandes entreprises, des grands groupes, et pour nous, l'apport des pôles de compétitivité, c'est sans doute un moyen d'associer davantage des PME et des PMI à la réflexion sur cette thématique, de les associer en identifiant celles qui seraient susceptibles d'y participer, de les informer sur les enjeux en termes de marché ou de développement et d'activité, et puis également de favoriser des échanges pour que des consortiums puissent se créer entre ces petites et ces plus grandes entreprises. Donc j'espère que cette journée sera l'occasion effectivement d'avancer dans cette direction. Je voudrais remercier bien sûr tous les organisateurs, le remercier personnellement aussi à l'ADEME, Nathalie, Thibault et Stéphanie Arnoux qui sont impliqués sur la préparation de ce colloque. Et puis pour la première fois aussi, on a une dimension régionale, puisque la direction régionale de l'ADEME en PACA s'est impliquée. Donc pour nous, c'est aussi une nouvelle dimension régionale. Et puis donc merci à tous les organisateurs locaux qui se sont impliqués et un très bon travail pour aujourd'hui. Merci. Voilà. Maintenant, pour poser le contexte, je vais inviter Christian Heuser, chargé de mission pour le développement industriel des filières vertes, à nous rejoindre au sein de la DGEC. Nathalie Thibault, donc de l'ADEME, animatrice du pôle technologie avancée, et Mina Diong du CIRED, donc directeur de recherche au CIRED, pour pouvoir justement poser ces éléments de contexte. Si vous voulez nous rejoindre tous les trois, merci bien. Il nous manque une personne. Alors on va commencer par la présentation des éléments de contexte par Christian Heuser. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous.
Avant de commencer, je veux quand même aussi remercier tout d'abord les organisateurs et leurs partenaires, donc le pôle risque, bien sûr, l'ADEME, l'ANR et le pôle Avignon Accélera, pour leurs efforts de préparation, de mise en place de ce premier colloque national dédié à cette filière. Je pense qu'on peut déjà parler d'une réussite, vu le nombre assez important de participants aujourd'hui. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi-même, je travaille donc à la Direction générale de l'énergie et du climat des GEC et m'occupe notamment de deux filières, donc le captage, stockage de CO2 et sa valorisation, et aussi la géothermie. Donc d'un point de vue industriel, avec l'ensemble des services concernés au sein de la DGC et au sein d'autres ministères. Avant de rentrer dans le vif du sujet, et sans perdre trop de temps, parce qu'on a, je pense, un programme très ambitieux et riche, mais bien chargé, permettez-moi juste de rappeler rapidement le rôle de la Direction générale de l'énergie et du climat, la DGEC. Comme vous le savez sûrement, est rattachée à deux ministères, depuis novembre dernier. Donc, d'ailleurs, ce sont les deux ministères sous le patronage desquels est placé ce colloque d'aujourd'hui, donc le ministère de l'écologie, développement durable, transport et logement de Nathalie Kosciusko-Morizet et le ministère de l'écologie, économie, finances et industrie du ministère Eric Besson. La DGEC est rattachée à ces deux ministères, a le rôle de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'énergie au sens large, matière première énergétique, qualité de l'air et aux thématiques qui rentrent dans le champ très large de l'énergie. Et juste pour finir sur cette introduction de la DGEC travaille aussi et notamment sur ces filières industrielles stratégiques de l'économie verte qu'on appelle souvent les filières vertes, et le captage, stockage de CO2 et sa valorisation, donc je vais dire CSCV pour la suite, c'est plus facile, en fait partie. Et c'est donc avec grand plaisir que je vais essayer de vous donner un bref aperçu global de la politique menée pour développer cette filière-là. Juste pour rappel, on parle bien donc du captage du CO2 de sources émettrices concentrées, c'est-à-dire production d'électricité type centrale à charbon ou d'autres sites industriels comme des aciéries ou des cimenteries, l'acheminement par canalisation ou par bateau vers des sites terrestres ou en mer de stockage géologique. En complément au stockage, ce qui n'est pas montré sur ce diaporama-là, le CO2, bien évidemment, peut être valorisé dans différentes voies. Cette filière-là, bon, ça a été dit aussi, notamment par François Moisan, c'est une filière qu'on peut aujourd'hui qualifier de filière émergente, avec un potentiel tout à fait important en matière de potentiel de réduction des émissions de CO2 au niveau mondial. Filière émergente qui fait face à certains défis encore à relever, notamment de nature économique et technique, et peut-être, troisième volet, aussi sociétal, par rapport à la faisabilité sociétale, notamment du stockage terrestre du CO2. Donc voilà pour l'introduction rapide. Je vous propose donc de parcourir rapidement les différentes actions qui sont menées par la DGEC, par les pouvoirs publics, évidemment en lien fort avec les différents acteurs historiques du terrain, comme l'ANR, comme l'ADEME et autres. Donc juste un rappel rapide du rôle du CSCV dans la politique globale de lutte contre le changement climatique, pour ensuite vous présenter les actions menées, notamment sur trois volets. Je vais essayer d'éviter les redites. Je pense que François Moisan l'a très bien introduit. Évidemment, la réduction des émissions de CO2 de gaz à effet de serre, c'est une priorité politique au niveau international, au niveau européen, et évidemment, ça s'est décliné aussi au niveau français. Et pour nous, l'ampleur de cet enjeu, de ce défi, est telle que toutes les solutions possibles,
potentiels méritent d'être investigués. Ou je le dis différemment, nous ne nous sentons pas capables d'écarter dorénavant des pistes potentiellement prometteuses. C'est dans cette optique-là que on voit la filière du captage, stockage du CO2 et de sa valorisation, c'est-à-dire en complément à d'autres mesures et solutions mises en œuvre qui concernent l'efficacité énergétique, qui concernent les énergies décarbonées au sens large. Par rapport à ça, juste avant de rentrer dans le détail des mesures, je pense qu'on l'avait dit au départ, c'est une filière plutôt émergente avec un nombre, ça dépend comment on compte, 5 à 10 projets qu'on peut qualifier de projets industriels dans le monde. Vu les caractéristiques de la filière, les politiques mises en place concernent tout un panel de thématiques et de volets. Donc ce que je vous ai marqué sur ce diaporama-là, c'est concerne les différentes thématiques qu'on aborde au sein de notre approche globale de développement de la filière. Donc ça va évidemment de la mise en place d'un cadre réglementaire adapté, l'information, la formation, le soutien de projet, jusqu'à la normalisation. Aujourd'hui, aussi pour respecter l'agenda, je vous propose donc de parler de 3 de ces thématiques. L'encadrement réglementaire, indispensable évidemment pour accompagner une filière qui est en train de se construire. L'accompagnement de projet, très rapidement, parce que ça a été dit avant, et il y aura une séance dédiée à ça dans l'après-midi. Et finalement, différents aspects de structuration de cette filière française, européenne et internationale. Par rapport à la réglementation, évidemment, une filière comme le CSCV a besoin d'un cadre législatif et réglementaire adapté dans le sens qu'il assure la sécurité des installations, notamment d'un point de vue stockage, qui permet une certaine viabilité des opérations. Donc, enfin bref, un cadre réglementaire qui permet d'avoir une certaine pérennité dans la filière. Ce cadre réglementaire concerne évidemment tous les maillons de la chaîne de valeur, du captage jusqu'au stockage et la valorisation. Aujourd'hui, je vous propose de parler spécifiquement du stockage géologique du CO2, parce que c'est là le maillon où on peut dire que les travaux sont les plus récents et peut-être, du coup, les plus intéressants. En ce qui concerne le stockage de CO2, le cadre législatif et réglementaire mis en place en France s'appuie très, très largement sur une directive européenne qui vise justement à établir un cadre juridique pour le stockage en toute sécurité pour l'environnement et la santé humaine. Cette directive a été transposée en droit français, et pour rapidement vous dessiner le schéma de fonctionnement, les activités de stockage géologique aujourd'hui sont régies par le Code de l'environnement qui renvoie au Code minier pour certains titres et procédures, c'est-à-dire les sites de stockage de CO2 sont assimilés à des mines pour quelque part profiter du code minier et des procédures qui existent déjà. Il faut notamment distinguer 2 volets par rapport au stockage: la recherche de sites, donc l'exploration, et le stockage effectif, in fine, à des volumes industriels, donc l'exploitation. En toute rapidité, l'exploration, la recherche au niveau des titres nécessaires nécessite notamment un permis exclusif de recherche, de site de stockage, et une autorisation d'ouverture de travaux miniers, notamment pour les essais d'injection. Côté stockage, donc exploitation, donc stockage au-delà des tests d'injection, il y a notamment deux titres à retenir. C'est la concession de stockage géologique. Donc là, une fois de plus, on a le code minier qui entre en jeu, et l'autorisation d'exploiter
autorisation d'exploiter, qui vient du régime des ICPE, donc installation classée pour la protection de l'environnement. Donc, dans ce sens-là, les sites de stockage sont assimilés au régime des ICPE. Voilà. Ça, c'est le cadre législatif et réglementaire qui est mis en place pour encadrer les activités de stockage de CO2. Je me permets juste de rappeler que avant cela, ce qu'on appelle la loi Grenelle 1 de 2009 a déjà intégré la notion du prêt à capter, ou le fameux capture ready, le terme anglais qui circule très souvent pour tout projet de centrale à charbon qui doit obligatoirement s'inscrire dans une logique de démonstration intégrée de la filière du captage, transport et stockage du CO2. Voilà. Donc ça, c'était le premier volet. Évidemment, c'est un volet prioritaire pour la DGEC, pour le gouvernement. La mise en place d'un cadre réglementaire, moi j'ai dit, adapté à cette filière. C'est une chose. L'autre chose, c'est donc aussi et surtout le soutien aux activités de recherche et développement et déploiement des technologies. Parce qu'une fois de plus, c'est une filière qui démarre, une filière où il y a encore des défis techniques à relever. Donc il y a toute une approche menée qui vise à soutenir les différents projets qu'on peut avoir sur cette filière-là. Je vais pas passer trop de temps sur ce point-là parce qu'une fois de plus, on a les experts concernés qui en parleront l'après-midi, Isabelle Janikowski-Loriol de l'ANR et Stéphanie Arnoux de l'ADEME. C'est juste pour vous dire que à la DGEC et plus large au niveau des pouvoirs publics, on a donc aussi lancé cette approche des filières vertes pour avoir plus d'échanges avec les acteurs, pour identifier le plus en amont possible des projets jugés pertinents pour s'adresser à certains enjeux propres à la filière, comme la surconsommation énergétique du captage et autres, pour les accompagner et in fine aussi les diriger vers des dispositifs de financement adaptés. Ce que j'ai fait là, c'est une tentative sûrement non exhaustive de schématisation des différents dispositifs de soutien financier des projets, juste pour vous montrer que l'approche menée se veut complète dans le sens où les dispositifs adressent à la fois des pilotes de petite taille de R&D, des démonstrateurs de recherche donc évoqués par François Moison, donc la taille intermédiaire entre un pilote de laboratoire et un site industriel, et aussi les démonstrateurs de taille importante. Et on a notamment, sur ce premier volet des pilotes R&D, la programmation de l'ANR. On aura plus d'éléments dans l'après-midi sur notamment le dernier appel à projet de cette année, qui inclut ces thématiques de CSCV. L'ADEME, comme évoqué tout à l'heure, sur le fonds démonstrateur, et une approche en appui d'un dispositif européen qui s'appelle NEA 300, un appel à projet qui vise à soutenir de façon significative des projets d'État industriels dans le domaine du CSC et des énergies renouvelables, et le tout alimenté ou éligible par différents programmes dans le cadre des investissements d'avenir. Donc, une fois de plus, ça n'est pas exhaustif. Il ne faut évidemment pas oublier les démarches aussi menées au niveau régional, local, par les pôles de compétitivité, par OSI ou autres. Mais c'est pour vous démontrer que l'objectif, c'est d'avoir une approche de soutien global qui va du petit pilote de laboratoire qui coûte peut-être 500 000 euros jusqu'à un site industriel où les budgets se situent autour de 500 millions, voire 1 milliard d'euros. Voilà, sur ce point-là. Pour conclure, je voudrais juste aborder
La thématique de la structuration de la filière, je pense que ce colloque d'aujourd'hui rentre parfaitement dans cette thématique-là, c'est-à-dire, pour nous, évidemment, il est important d'avoir des échanges pertinents, efficaces avec les acteurs, et on ne peut que soutenir tous les travaux qui vise à favoriser les échanges, à bâtir un tissu industriel et in fine à bâtir cette filière-là. Ça, c'est une approche que nous, on salue bien évidemment. Et dans ce contexte-là, le club CO2 tout à l'heure décrit par François Moison est pour nous un organisme tout à fait important parce qu'il regroupe un nombre important d'acteurs. Différents pôles de compétitivité ont rejoint le club récemment, ce qui est une très bonne chose. Et pour nous, c'est vu comme un véritable partenaire par rapport à la mise en place d'une politique de développement. Dans ce contexte-là, évidemment, les opérateurs, agences, ADEME, ANR ont un rôle extrêmement important. Et évidemment aussi les pôles de compétitivité. On le voit aujourd'hui, on le voit sur les nombreux projets menés dans les régions, des véritables catalyseurs de projets au niveau local, régional, et pour nous aussi des vrais relais dans la mise en place et le soutien d'une filière industrielle. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais en tête pour vous décrire rapidement les politiques menées. Je suis bien évidemment à disposition après et pendant la journée pour toute question. Je conclus donc avec quelques principaux points. Donc je rappelle que cette filière du CSCV est une filière à fort potentiel qui nécessite d'être développée en complément aux autres solutions qui existent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de CO2 des différents sites industriels en France et à l'échelle mondiale. Pour la France, c'est aussi Nathalie qui en parlera plus après. Il est intéressant de travailler sur cette filière parce que, évidemment, il y a l'enjeu de réduire les émissions de nos propres sites industriels. C'est vrai que l'électricité française est assez décarbonée, mais n'oublions pas d'autres sites industriels fortement émetteurs dans les secteurs de la sidérurgie, la raffinerie, cimenterie et autres. En plus, il y a, je pense, on voit dans le club CO2, on le voit aujourd'hui, toute une panoplie d'acteurs positionnés. Donc, il s'agit de valoriser leurs compétences en France, mais aussi, évidemment, de bâtir une offre à l'export. Sur les trois thématiques énoncées, la mise en place, c'est assez fait, d'un cadre réglementaire, notamment sur le stockage, est indispensable pour accompagner la filière. Les activités de soutien de la recherche sont menées, peut-être juste pour compléter ce qui a été dit tout à l'heure, mais je pense que Stéphanie Arnoux va le dire aussi plus tard. Dans ce schéma, on avait positionné l'ADEME au milieu, donc entre la R&D et le développement commercial. Évidemment, l'ADEME, comme ça a été dit aussi par François Manzan, mène aussi des activités sur des projets de R&D. Une fois de plus, c'était juste une schématisation. Et le dernier point, il est indispensable pour nous d'avoir une filière qui se structure, une filière où les échanges sont favorisés, notamment aussi avec les acteurs de plus petite taille, PME, ETI, qui pour nous peuvent apporter des compétences tout à fait intéressantes sur parfois des points très particuliers vu la proximité de cette filière avec d'autres filières comme l'environnement, la métrologie et l'exploitation d'hydrocarbures. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Christian. Oui, c'est là. Nous aurons des questions-réponses à la fin de ces trois premières présentations. Donc je passe la parole à Nathalie Thibault pour une présentation de la feuille de route CSCV. Merci Sébastien. Donc,
Comme l'a rappelé François Moisan ce matin, l'ADEME a en charge, donc, dans le cadre des investissements d'avenir, la gestion de 4 programmes. Et dans ce cadre, l'ADEME a élaboré des feuilles de route stratégiques nationales avec l'appui d'experts nationaux et qui avaient ces feuilles de route ont pour objectif, donc dans un premier temps, déjà d'éclairer sur les enjeux industriels, technologiques, sociétaux et environnementaux, mais également donc de mettre en avant tous les verrous qu'on peut identifier sur ces filières. Aussi de partager, comme le rappelait François, des visions entre acteurs, entre partenaires, et d'identifier les priorités de recherche et les besoins de démonstrateurs et de plateformes technologiques qui servent ensuite de base dans la programmation de la recherche et la rédaction des appels à manifestation d'intérêt. Donc une feuille de route a été élaborée donc, sur le captage, transport, stockage géologique et la valorisation du CO2. Et donc c'est cette feuille de route que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc vous trouvez sur ce transparent les participants qui étaient donc dans le groupe de travail pour l'élaboration de la feuille de route, donc qui rassemble des experts des organismes de recherche, des entreprises privées et également des agences de financement telles que l'ADEME et l'ANR. Et la feuille de route, en plus, a eu la particularité de travailler aussi en concertation avec l'ensemble des membres du club CO2. Donc juste le plan de la présentation. Donc je vais passer brièvement sur la description de la filière qui vous a déjà été présentée, puis quelques éléments de contexte internationaux et nationaux. Enfin, on passera en revue les différents défis et enjeux associés à cette filière. La présentation des visions. Alors l'objectif, c'était d'avoir des visions à l'horizon 2050, plutôt dans un objectif facteur 4, donc qui sont des visions, comme je le rappellerai tout à l'heure, assez, on va dire, caricaturales, avec en plus la mise en place d'une vision à plus moyen terme à l'horizon 2020. Et enfin, on passera en revue quelques verrous et les besoins de recherche, de démonstrateurs, de plateformes et les autres besoins liés à cette filière. Donc très rapidement, je ne vais pas reprendre toute la présentation de la chaîne de valeur, captage, transport, stockage géologique du CO2. Donc on voit, juste pour compléter ce qui vous a été dit précédemment, qu'au niveau du stockage géologique, on peut envisager de stocker le CO2 dans trois, on va dire, réservoirs potentiels, qui sont les aquifères salins profonds, les gisements d'hydrocarbures épuisés ou encore les veines de charbon non exploitées. Et en complément donc du stockage géologique du CO2, on peut être amené d'envisager justement de valoriser le CO2 capté, donc soit en l'utilisant tel quel comme matière première dans l'industrie, par exemple comme solvant, ou alors de l'introduire dans des procédés chimiques et biologiques pour donner des produits à valeur ajoutée ou à valeur énergétique. Et donc, les installations sur lesquelles est envisagé d'appliquer le captage du CO2 et bien entendu soit le stockage et la valorisation du CO2 sont des installations qui émettent plus de 100 000 tonnes de CO2 par an, donc des installations des secteurs industriels ou des secteurs de la production d'électricité ou d'hydrogène, ou alors sur les procédés mettant en œuvre de la biomasse. Donc là, très rapidement, les enjeux vous ont déjà été rappelés, mais juste pour dire comme ça, il y a tout un panel de solutions pour atteindre les objectifs de réduction des émissions mondiales de CO2, notamment les économies d'énergie pour un poids de 38%. Et juste pour arriver à quantifier la part que pourrait avoir le captage et stockage du CO2, qui est estimé à 19% dans la réduction de ces émissions. Alors, je vais m'attarder un peu plus sur le contexte national. En France, ce sont à peu près 75 millions de tonnes de CO2 par an qui sont potentiellement concernées par le CSC, soit à peu près un cinquième de nos émissions totales anthropiques de CO2. Et en France, on s'est doté donc d'un objectif ambitieux de diviser par 4 d'ici 2050 nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est l'objectif plus communément appelé facteur 4. Et une étude a montré que pour contribuer à atteindre cet objectif, il était nécessaire de mettre en œuvre le CSC dès 2020, et ce qui conduit à identifier des sites de stockage
approprié pour accepter donc un volume cumulé de CO2 d'environ 1 milliard de tonnes entre 2020 et 2050. Donc, en termes de marché, compte tenu des spécificités françaises, l'enjeu principal pour la France est de favoriser une offre technologique française, puis de se développer à l'international en fait en s'appuyant sur cette offre. Alors, le marché mondial du CSC en 2050 a été estimé entre 8 et 10 milliards de tonnes de CO2 par an, avec l'avantage quand même d'avoir nos acteurs français positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit le captage ou le stockage ou encore la valorisation du CO2. Au niveau de la valorisation du CO2, le marché mondial, lui, est estimé entre 1,5 et 3 milliards de tonnes de CO2 par an, ce qui représente 10 fois plus que le marché actuel. Et donc là, on peut noter que donc il est nécessaire d'identifier de nouvelles voies de valorisation des technologies de rupture si on souhaite atteindre cet objectif. Donc, on va balayer les défis et enjeux qui ont été identifiés notamment dans le cadre des travaux sur la feuille de route. Donc, comme on l'a déjà évoqué, guidé par les objectifs facteur 4, il serait nécessaire de mettre en œuvre le CSC en France dès 2020. Ensuite, le captage et stockage du CO2 permettrait à la fois d'accentuer l'attractivité du territoire national, mais aussi de maintenir la compétitivité des industries françaises. En fait, c'est vrai que pour certaines industries, certains secteurs industriels, l'enjeu du CSC est particulièrement critique parce qu'elles n'ont pas d'autres solutions alternatives de réduction des émissions de CO2. Enfin, il est nécessaire pour le déploiement de cette filière de garantir la sécurité du CSC, qui passe bien sûr par une capacité à anticiper et gérer les risques accidentels et les impacts environnementaux et sanitaires de chaque maillon de la chaîne. Et en complément, donc, il est envisagé de valoriser le CO2, alors pour des quantités moins importantes que celles visées pour le stockage géologique, mais cette valorisation pourrait contribuer à améliorer la compétitivité de la filière. Et par contre, dans une optique réduction des émissions de CO2, il est nécessaire d'évaluer les bilans globaux des filières de valorisation du CO2. Donc, comme on l'a précisé auparavant, l'objectif de ces feuilles de route est d'élaborer des visions, enfin des scénarios de déploiement à l'horizon de 2050 qui donnent des visions assez contrastées et caricaturales, mais qui permettent de mettre en avant les différentes possibilités qui pourraient émerger à cet horizon. Alors, c'est vrai que ça ne représente ça n'a pas la prétention de représenter la réalité, mais au moins donner le champ des possibles. Et compte tenu quand même de cet objectif un peu lointain, une vision à moyen terme 2020 a également été regardée. Et donc c'est vrai que en 2020, il a été mis en évidence que le CSC pourrait être, donc, dans un premier temps, été déployé sur le secteur de la production d'électricité, mais aussi dans certains secteurs industriels, comme le secteur sidérurgique, par exemple, et que là, on s'appuierait plutôt sur des technologies qui auraient fait vraiment la démonstration de leur performance et qu'on aurait validé aussi la chaîne économique de ces technologies. Et on pense que le déploiement serait privilégié dans les bassins industriels français. Ensuite, on a aussi identifié que, compte tenu de l'émergence des cycles combinés gaz dans le mix énergétique français, qu'il serait nécessaire de tester les technologies de captage qui seraient spécifiques à ces installations, et que le CSC pourrait également être appliqué sur des installations utilisant de la biomasse ou alors mettant en œuvre ou sur des sources de CO2 issues de procédés de fermentation. C'est ce qu'on appelle plus communément le bio-CSC. Alors, il y a quelquefois d'autres terminologies qui sont données. Et c'est vrai que ça permettrait d'avoir l'avantage d'avoir des bilans négatifs de CO2. Enfin, à l'horizon 2020, on pense que
de nouvelles voies de valorisation à partir de CO2 capté arriveraient à maturité commerciale, telles que les voies mettant en œuvre donc, de la valorisation via des microalgues, et que les cadres réglementaires et financiers seraient clarifiés. Et un point très important, il est important de s'organiser de façon à avoir un retour d'expérience et un partage de connaissances sur ces retours d'expérience des premières opérations. Donc, les scénarios pour 2050 sont, eux, issus du croisement de 2 paramètres clés qui sont, donc, pour le premier, les contraintes techniques et ou sociétales. Donc là, on retrouve tout ce qui est lié à faire la démonstration de la faisabilité technique et bien sûr la faisabilité sociale. Et l'autre paramètre clé concerne les mesures incitatives et régulatoires. Donc voilà, quelles sont les mesures qui seront mises en place pour accentuer et accompagner le déploiement de cette filière. Alors en fonction du poids de ces différents paramètres clés, cela conduit à quatre visions. Alors par exemple, si on prend le premier cas, la vision numéro 1, dans la configuration où on aurait de fortes contraintes techniques et ou sociétales, et par contre des mesures incitatives et régulatoires faibles, c'est-à-dire que là on a quand même toutes les contraintes qui sont ensemble, donc le déploiement bien sûr du CSC resterait marginal. À l'inverse, la vision 4 qui elle a justement levé tous les verrous et aboutit à la faisabilité sociale et avec de fortes mesures incitatives et régulatoires conduirait à un déploiement du CSC à grande échelle à terre et en mer. Alors, en parallèle de ces 2 visions complètement opposées, on a la vision 2 et la vision 3 qui, si on regarde la vision 2, en fait, on se rend compte qu'à cause de fortes contraintes techniques ou alors de problèmes d'acceptation par le public, on pourrait être amené à avoir un déploiement du CSC, mais avec une forte mutualisation des installations de stockage. Et un stockage du CSC qui serait plutôt privilégié en offshore, c'est-à-dire en mer. Et la vision 2, elle, par contre, là, on a levé les contraintes, les verrous sur la technologie. Par contre, il n'y a pas de caractère incitatif fort, ce qui fait que le CSC est plutôt réservé soit aux gros émetteurs ou aux secteurs qui n'ont pas de solution alternative. Alors, je ne suis pas rentrée dans les détails de toutes les conséquences qu'il y a derrière ces visions, parce que bon, le temps ne me le permettait pas aujourd'hui, mais vous retrouverez tous ces éléments dans la mallette, dans la feuille de route qui vous a été distribuée. Alors, si on regarde brièvement les verrous et les besoins de recherche associés, pareil, je ne rentrerai pas dans les détails des besoins de recherche parce que c'est très très complet dans la feuille de route et cet après-midi, vous aurez la présentation de projets de recherche justement qui ont été amenés à travailler pour lever les différents verrous qu'on va balayer. Donc, on a d'abord des verrous technologiques spécifiques, à la fois sur le captage et stockage du CO2, sur la valorisation du CO2. Alors le premier verrou pour le captage, bien sûr, c'est le coût du captage qui est fortement lié à la dépense énergétique, d'où le besoin de travailler sur l'optimisation énergétique des procédés de captage ou alors sur l'intégration énergétique de ces procédés au niveau de l'installation elle-même. Un autre verrou qui est la flexibilité des systèmes de captage qui devront s'adapter à la variation de charge ou alors également au problème d'arrêt-démarrage. De démontrer la faisabilité technique du stockage, alors avec des besoins de travaux à la fois sur les volets caractérisation, injection, surveillance, enfin voilà, vous n'avez pas tous les détails, mais vous le retrouvez dans la feuille de route. Et bien sûr, des travaux sur les impacts environnementaux et sanitaires pour garantir la sécurité du captage et stockage géologique du CO2. Au niveau de la valorisation du CO2, comme on est sur du CO2 capté, bien sûr, il faudra avoir en amont des démonstrateurs de captage. Et puis, il faudra aussi valider qu'il est possible de valoriser du CO2 issu de fumée de combustion, donc avec des besoins de travaux, notamment sur les catalyseurs, quelquefois qui sont mis en œuvre dans les réactions, qui peuvent être
pollués ou enfin contaminés par les substances annexes qui sont associées au CO2. Donc voilà, il y a tout un travail de validation à regarder. Valider aussi la conformité des produits formés et des bilans environnementaux, sanitaires et CO2 à mettre en œuvre. Et enfin, vérifier qu'on est capable de concevoir à terme des quantités de produits pour se substituer aux autres marchés initiaux. En complément, on a des verrous donc socio-économiques, juridiques, organisationnels. Donc, je ne vais pas complètement rentrer dans les détails, mais on retrouve ce qu'on a abordé auparavant, la faisabilité sociale, le besoin de mécanismes réglementaires pour accélérer le déploiement du CSC, avoir une architecture financière compatible avec les spécificités de la filière, tout ce qui est aussi lié à l'incertitude sur le prix des quotas d'émissions de CO2 à long terme. Voilà, tous ces aspects-là sont à considérer pour le déploiement de la filière. Au niveau de la valorisation du CO2, de même, la nécessité d'avoir un marché du CO2 avec un prix significatif et l'intégration dans la directive quota des émissions évitées par la valorisation du CO2. Donc, là, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, en complément de tous ces besoins de recherche, d'autres aspects ont été mis en évidence dans la feuille de route, notamment le besoin d'identifier, alors même si on connaît les compétences voilà, des grands groupes ou des organismes de recherche, sur justement les PME, on a vraiment besoin d'identifier les compétences qui peuvent être mises à profit de cette filière et d'avoir une analyse du tissu industriel français. Et c'est vrai que cette manifestation aujourd'hui aussi contribue dans ce sens-là, de vraiment identifier les PME qui pourraient apporter leurs compétences à cette filière. Comme Christian Hauser l'a rappelé, la nécessité aussi de faire la promotion des compétences françaises à l'international et en complément également de développer des formations de haut niveau. Enfin, d'un point de vue plus technologique, les experts ont mis en évidence le besoin cette fois, parce qu'en 2008, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur des démonstrateurs qu'on considère de première génération. Là, le besoin de mettre en œuvre cette fois des démonstrateurs de deuxième génération au niveau du captage et également d'intégrer les aspects valorisation du CO2 dans le nouvel appel à manifestation d'intérêt. Et également les besoins de plateformes technologiques collaboratives sur les aspects transport et stockage du CO2. Je ne rentrerai pas plus dans les détails de ces priorités de démonstrateurs et de plateformes qui ont été reprises dans l'appel à manifestation d'intérêt et dont Stéphanie Arnoux vous parlera un peu plus cet après-midi. Voilà, merci. Merci Nathalie. Donc pour finir sur le contexte, nous allons maintenant avoir une présentation de Mina Diong sur le sondage national sur la connaissance et les perceptions du CSC par les Français. Voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Mina Diong, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille au Centre international de recherche sur l'environnement et le développement, le CIRED. Donc, on commence la présentation en même temps des projets de recherche, puisque je vais vous présenter les résultats d'un projet de recherche qui a été soutenu par l'ANR, l'ADEME et la chaire captage, transport et stockage du CO2, dont le but était de répéter un sondage qu'on a fait en 2002 pour connaître un peu la perception qu'ont les Français du captage-stockage du CO2. Donc, c'est une actualisation des résultats de 2007 en 2010. Et ce qu'on a trouvé, c'était qu'entre 2007 et 2010, la notoriété de cette technologie avait quand même bien progressé. Et par contre, la cote d'amour n'avait pas tellement varié. Et nous avons effectué ce sondage par la TNS Sofres auprès d'un échantillon national représentatif de l'ensemble de la population âgée de 15 ans et plus. Et le premier sondage en 2007 avait été réalisé entre les deux tours de l'élection présidentielle
Et le second sondage a été réalisé en début 2010. Et pour vous rappeler le contexte, il y avait eu le fiasco de Copenhague en décembre 2010 et aussi les affaires dans la presse sur le GIEC et l'expertise climatique qui avait un peu contribué à relativiser l'importance du changement climatique dans l'opinion publique. En tout cas, c'est ce qu'on a mesuré de façon nette. C'est-à-dire que quand on demande aux Français quelle est l'urgence à agir face au changement climatique, en début 2010, on avait trouvé 62% qui estimaient qu'il fallait agir de façon urgente ou qu'il fallait agir. C'est-à-dire 17% de moins qu'en 2007. Et en plus, en 2010, la crise a été déjà bien installée. Donc, quand on a demandé aux Français de mettre en balance l'environnement et l'économie, là encore, on a observé que l'équilibre se déplaçait vers l'économie. Bon, il reste que 67% mettent l'environnement en avant, 11 points de moins, mais ça reste quand même une majorité assez forte. Donc, même si le consensus sur le climat, on peut dire qu'il était érodé début 2010, il restait quand même assez important. Ensuite, on a demandé aux Français, avez-vous entendu parler de ces solutions pour lutter contre le changement climatique? Et on leur a proposé une liste de technologies. Et donc, ça permet de comparer le captage et le stockage du CO2 par rapport aux autres technologies comme solaire, éolienne, nucléaire, qui sont bien très connues, donc 99 ou au-dessus de 95% des Français déclarent en avoir entendu parler. Après, il y a les technologies du quotidien et le secteur automobile qui sont encore assez bien connus. Donc là, on peut penser que ça s'explique par quand même un effort de communication constant. Et l'énergie de la biomasse, la séquestration des carbones par les forêts, ça arrive derrière. Et le stockage géologique arrive en avant-dernier, juste avant la fertilisation des océans par le fer. Ensuite, nous avons posé une question ouverte pour demander, selon vous, en quoi consiste le stockage géologique du CO2. Donc, les gens y répondaient à ce que ça leur évoquait, pour la plupart, puisqu'il y en a beaucoup qui n'en avaient pas entendu parler. Et c'est qu'ils donnaient une définition. Si la définition elle, évoquait le mouvement du CO2 vers le sous-sol, on comptait que c'était une réponse exacte. Mais il y a beaucoup de définitions qui confondaient avec le stockage géologique avec le stockage du CO2 par les forêts. Donc le terme stockage géologique, il n'est pas aussi clair que le terme enfouissage et le verbe enfouir, qui sont eux qui décrivent bien ce qui se passe. Néanmoins, si on compare sur ce graphique les résultats pour 2007 et pour 2010, donc les résultats pour 2007 ils sont à l'intérieur, les résultats pour 2010 à l'extérieur, on voit que le taux de réponse exact a quand même nettement augmenté à 17%, donc plus 9 points. Et même le taux de réponse vague a augmenté aussi de 6 points. Pour essayer d'expliquer et de comprendre ce résultat, nous avons examiné dans 4 journaux quotidiens nationaux le nombre d'articles qui mentionnaient cette technologie par trimestre de parution. Et donc, on s'aperçoit en effet qu'en 2007, il y avait déjà quelques articles, mais vraiment rares. Et en 2010, le sujet apparaissait quasiment dans tous les quotidiens, tous les trimestres, par au moins un article.
Donc il y a un pic. Le pic en 2010, il s'explique par la préparation de la conférence de Copenhague. Ensuite, dans le sondage, nous avons essayé de proposer un texte qui était lu et aussi montré avec un petit schéma très simplifié pour faire comprendre de quoi il en retournait. Bon, un texte qui a été basé sur des travaux de chercheurs, donc qui essayaient de mettre en avant de façon la plus neutre possible cette technologie. Et ensuite, on posait la question, selon vous, vous-même, seriez-vous a priori tout à fait favorable, ou plutôt opposé, ou tout à fait opposé à l'utilisation du stockage géologique du CO2 en France? Donc, ce qui est important dans cette question, c'est qu'on pose la question sur le stockage géologique en France. C'est-à-dire, on ne parle pas est-ce que vous seriez opposé à un stockage dans votre commune, mais ça reste une technologie abstraite au niveau national. Et donc, on constate qu'il n'y a pas d'évolution significative par rapport à 2007, c'est-à-dire que les réponses tout à fait favorables et plutôt favorables sont majoritaires à ce stade par rapport aux réponses opposées, et il y a encore 23% de gens sans opinion. Donc, les réponses favorables se recrutent plutôt dans les catégories socio-professionnelles de classe aisée, les adhérents du Parti socialiste qui déclarent avoir voté socialiste, et les réponses plutôt opposées dans la classe moyenne inférieure, ceux qui pensent que les inquiétudes sur le changement climatique ne sont pas justifiées, puisque en effet c'est une condition nécessaire, logiquement, pour accepter la nécessité du captage-stockage du CO2, puisqu'il faut reconnaître le problème du changement climatique. Aussi 33% parmi des sympathisants verts et 30% des chômeurs. Donc, ensuite, on a attesté la robustesse de cette réponse par rapport à un discours qui mettait en avant les risques potentiels. Bon, toutefois, on n'a pas tapé trop fort sur l'opinion, donc on n'a pas utilisé le mot risque. On a essayé quand même de mettre une explication des conséquences négatives et des causes, enfin des mesures de remédiation qu'on pouvait y apporter. Donc toujours dans le contexte d'un sondage national, il faut penser qu'on s'adresse à des répondants de 15 ans ou des répondants de 70 ans. Enfin, donc il ne faut pas viser au-dessus du niveau du brevet des collèges. Et puis on ne peut pas non plus imposer des discours très compliqués. Donc évidemment, c'est forcément super simplifié. Et par exemple, on ne pouvait pas trop rentrer dans le débat, est-ce que le captage et le stockage du CO2, c'est un risque moral et ça va nuire au développement de la recherche pour les éoliennes et les autres technologies. Et par contre, on a posé une question, est-ce que vous pensez que ça va nuire au développement des autres technologies, des autres énergies moins polluantes, ou ça constitue une solution tout en continuant à développer les autres énergies moins polluantes? Donc on voit qu'il y a quand même une perception qu'il y a un risque moral, et particulièrement au niveau des sympathisants verts et des salariés du secteur public, qui sont 53% et 52% à répondre que ça peut nuire au développement des autres énergies. Donc, une fois qu'on a reposé, ensuite on a reposé la même question. Alors, selon vous, pour vous, êtes-vous très favorable, favorable, défavorable ou très défavorable à l'utilisation du captage et du stockage géologique en France? Et là, on voit que tout à l'heure on avait 57%, maintenant on n'a plus que 37%. Et donc, l'opinion reste fragile en conclusion.
L'opinion publique sur le captage et le stockage du CO2, elle n'est pas ancrée. Et c'est un débat à construire en société. Donc, nos éléments d'analyse pour dépasser un peu ce sondage. Donc, vous pourrez trouver les résultats dans le fascicule des résultats de projet, puisque c'est un projet qui a été financé par l'ADEME et l'ANR. On a l'impression que c'est une marche forcée technologique. Donc, on a un problème urgent, le changement climatique, et on essaye d'avancer vers une solution. Donc, il y a eu une période d'optimisme au niveau économique sur les coûts qui a été peut-être marquée par le rapport de l'IPCC. Et après, il y a eu la crise économique qui est arrivée et il y a plein de projets de centrales à charbon qui ont été abandonnés, et en particulier les projets de centrales à charbon avec le captage de CO2, elles ont été abandonnées avec les effets de la crise. Et aussi, au moment où on passe de l'échelle du laboratoire à l'échelle du pilote industriel, forcément, il y a toujours des nouvelles sources de coûts qui apparaissent. Donc ça peut remettre en question l'optimisme qu'on avait au début. Ensuite, on remarque qu'il y a eu un début d'existence comme objet de débat social local, c'est-à-dire à Clé-Souilly, le projet de Veolia n'a pas été poursuivi, à ma connaissance. À Lac, le projet a été approuvé et autorisé par la préfecture. On n'a pas observé encore de grand débat national sur le sujet. Merci.